C'est l'heure de votre émission Génération News sur Medi 1. Merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser un petit peu à cette notion d'amitié. Qu'en est-il réellement? Pourquoi aujourd'hui l'amitié tend à diviser certaines personnes, mais à devenir un peu difficile? Cette relation qui permet en tout cas d'inviter certaines personnes à nouer, on va dire, le contact avec eux-mêmes, mais surtout à partager, à donner le meilleur de soi à l'autre. On en saura un peu plus en première partie d'émission, pour savoir si aujourd'hui il est important de redouter les amis. Vous en saurez également un peu plus en première partie d'émission. Et en deuxième partie d'émission, en lien avec la première, nous allons parler de la prise de décision. Quel impact sur le bien-être d'une personne? Vous en saurez un peu plus en fin d'émission. Ils sont là avec moi sur ce plateau de Génération News. Il s'agit de notre ami Glenn. Glenn, vous êtes étudiant en banque et finance. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci, monsieur Régis. Plaisir partagé, on l'espère également pour un habitué. Très heureux de te retrouver, Eric. Ça fait longtemps en plus que tu n'es pas revenu sur le plateau Génération News. En tout cas, tu es diplômé en sciences politiques. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Toujours un plaisir, Régis. Plaisir partagé également pour un habitué de ce plateau Génération News. Deuxième participation, Ézéchiel. Vous êtes étudiant, en tout cas, merci, étudiant diplômé, en ressources humaines. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Fraîchement diplômé, il faut le dire. Tu es licencié, pas dans le mauvais sens, attention, licencié parce que tu as obtenu ta licence, évidemment. En tout cas, félicitations et merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet en parlant effectivement de l'amitié. Avant d'entrer en profondeur, Eric, peut-être revenir un petit peu sur la notion d'amitié en elle-même, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui essaient de marquer une différence entre l'amitié et l'amicalité. Mais qu'est-ce qu'on entend réellement par amitié et qu'est-ce que cela implique? À mon sens, Régis, l'amitié, c'est un sentiment. Un sentiment de sympathie ou, on va dire, d'habitude qu'on ressent pour une personne en particulier, selon ce qu'on a vécu avec la personne, selon les circonstances et selon un peu... en tout cas, tout se base sur le vécu, ça c'est pour moi. Et il n'y a pas une définition propre de l'amitié. Chacun a sa définition de l'amitié en fonction de ce qu'il ressent, en fonction de comment il perçoit la chose, en fonction de comment les circonstances se font. Parce qu'un ami peut être la personne qui est avec toi dans le bien, dans le mal, et ça peut changer d'une personne à une autre. Ouais. Pour une autre personne, ça peut être la personne qui te donne le plus de choses. Ouais. Ça peut aussi être cette personne qui est là pour te financer à hauteur d'une certaine somme, ou en tout cas, ça diffère. En fait, ça implique beaucoup de choses. Voilà, quand on parle d'amitié, c'est beaucoup de responsabilités, ce sont des sacrifices aussi, cette amitié-là. Alors, Ézéchiel, tout à l'heure, je parlais un petit peu d'une distinction qu'il fallait automatiquement faire entre l'amitié et l'amicalité. Pour toi, elle se résume à quoi, cette amicalité? Bon, l'amicalité, c'est juste le fait de connaître quelqu'un. Je connais Régis et puis on échange de temps en temps. Par contre, l'amitié demande un peu plus de profondeur. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que je me sacrifie pour honorer mon amitié. Or que l'amicalité ne demande pas de sacrifice. On est juste amical, c'est juste bonjour, je peux t'aider en passant, mais je ne suis pas obligé d'être là à tout moment dans ta vie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au vu de ce qu'on voit un petit peu quand on parle d'amitié, est-ce que ce n'est pas beaucoup plus de l'amicalité qu'on met en avant et moins de l'amitié, tout simplement? Oui, je dirais c'est plus de l'amicalité parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice dans les amitiés, ce qui prouve à suffisance que les gens s'empoisonnent parce que c'est juste de l'amicalité, plus de effectivement, c'est un nouveau phénomène aujourd'hui. Malheureusement, l'empoisonnement... Je pense, Régis, que l'amitié souffre maintenant du syndrome du manque de loyauté. Ouais. C'est plus ça, parce que de nos jours, les gens ne sont plus loyaux. S'il y avait plus de loyauté envers des gens envers d'autres personnes, je pense que les amitiés devaient être de plus en plus fortes. Mais vu qu'il n'y a plus de loyauté, ça donne naissance à ce genre de pratiques, des empoisonnements, qui sont motivés par la jalousie et beaucoup d'autres choses, malheureusement, qui ne concourent pas à renforcer ces liens d'amitié. Glenn, on parle effectivement d'une notion qui semble un petit peu, on va dire, éloignée chez certaines personnes. Eric, un petit peu campé le décor, pareil pour Ézéchiel, en parlant évidemment de cette amitié apparente, j'ai envie de dire. Est-ce qu'aujourd'hui, l'une des solutions, c'est aussi un petit peu de filtrer son cercle d'amis? Moins on a d'amis, moins on a des risques de se faire un petit peu, on va dire, écarté par... voilà. Bon, pour ma part, je pense que déjà d'abord, choisir des amis, c'est déjà d'abord quelque chose qu'il faut prendre vraiment au sérieux. On les choisit comment, les amis? Comme a si bien dit Ézéchiel, que les amis, on ne les choisit pas juste parce que
voilà, ils t'ont aidé. Je pense qu'il y a plus de profondeur, il y a plus de responsabilité dans le sens où tu es conscient que la personne avec qui tu es ou encore la personne qui est avec toi est plus sincère. Je parle plus de sincérité parce que quelqu'un peut te donner de l'argent et après, il n'est pas sincère. L'amitié, moi, je pense que c'est plus la sincérité qu'autre chose. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui, selon toi, Glenn, l'amitié? Pour ma part, je pense qu'il existe encore des personnes sincères. Mais ça dépend. Non, la sincérité, c'est un fait, mais la sincérité en amitié, c'est un autre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la sincérité en amitié est là? Moi, c'est ce que j'ai envie de savoir. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, tu as des amis, mais est-ce que tu retrouves cette sincérité dans ton cercle d'amis, par exemple? Bon, la sincérité, oui. D'accord. Pour ma part, oui, je retrouve, mais pas chez tout le monde. Voilà pourquoi tout le monde ne veut pas être ami. Il y a peu de personnes en qui je trouve cette sincérité qui sont même mes amis. Parce que, comme vous l'avez dit, amicalité et amis, il n'y a pas beaucoup d'amis. D'accord. Vraiment, pour ma part, je pense que dire ami, c'est trop. C'est trop. Ouais, aujourd'hui même, il y a d'autres. En ce qui concerne la jeune féminine, on parle de ma best en général. Hein. On voit sur les statuts ma best et tout. Mais Eric, c'est vrai qu'on en rigole un petit peu, mais est-ce qu'aujourd'hui les gens se rendent compte de la notion, ou sinon de la lourde responsabilité que cette notion, cette appellation d'ami implique? C'est vrai, j'y réfléchissais et en y réfléchissant, je pense qu'après. On peut clairement, bon, en vrai, pour revenir sur un point, on peut clairement distinguer amitié et amicalité. Pour revenir un peu sur la question que tu posais. C'est parce que l'amitié naît d'un sentiment d'amicalité d'abord. C'est-à-dire qu'on devient amical, on est d'abord amical, et après, je te permets d'entrer dans ma vie. C'est cette permission-là qui te confère le droit d'être mon ami. Parce que tu en sais plus sur moi. Tu as donc un peu plus de privilèges. Tu es dans ma vie complètement. Tu sais tout de moi. Tu partages mes peines, mes joies et tout. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas ce sentiment-là ou alors cette lourde responsabilité-là. On permet à tout le monde d'entrer dans sa vie. On permet à tout le monde de partager tous ses secrets. Donc là, si je comprends bien, l'on ne voulait t'interrompre, Eric, donc la faute, la responsabilité nous incombe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide de faire entrer quelqu'un dans notre vie... Mais entièrement, c'est comme permettre à quelqu'un de pénétrer sa maison ou sa chambre. C'est à toi, si la responsabilité t'incombe, d'ouvrir la porte parce qu'elle est fermée. Ou de la fermer. Ou de la fermer tout simplement. Tu permets à qui tu veux d'entrer dans ta vie comme tu permets à qui tu veux de rester en dehors de ta vie. Le cercle, c'est toi qui le dessine. Le cercle, c'est toi qui l'agrandis, qui décide d'évincer qui tu veux. C'est toi qui décide de faire sortir qui tu veux de ta vie. En fait, de nos jours, c'est aussi simple que ça. Être ami, c'est moi, je t'appelle mon ami parce que j'estime que tu as le droit de savoir certaines choses. Ou alors, simplement, je décide de ne même pas franchir cette base-là et on devient juste des personnes cordiales. C'est bonjour, comment tu vas? Bonjour Dan. D'où cette amicalité. D'où cette amicalité, effectivement. On a souligné en entame de cette émission. Alors, Ézéchiel, c'est vrai qu'on parle d'amitié. Tout à l'heure, on a rigolé un petit peu en parlant de cette appellation résumée par la jeune féminine qui parle en général de ma best, donc ma meilleure. Et quand on parle de meilleur, il y a encore une autre terminologie qui arrive, on parle de meilleur ami. Moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui distingue le meilleur ami de l'ami? Quels sont les critères qui font du meilleur ami le meilleur ami? Est-ce que c'est pas aussi un peu dévalorisant si, supposons que nous serions là quatre potes et j'estime que Eric, c'est mon meilleur ami. Donc, est-ce que c'est pas un peu dévalorisant pour vous, du coup, pour le reste du groupe? Bon, je pense pas que c'est dévalorisant parce que je me dis, si on est amis, et que là, on ajoute un superlatif, parce que meilleur, c'est dire qu'il y a un superlatif que la personne fait plus que les autres. Parce qu'on peut être là ensemble et être amis. Mais si je dis que Régis est mon meilleur ami, ça veut dire qu'il y a des choses que Eric fait, il y a des choses que Glenn fait, que Eric ou encore Régis fait mieux que les deux autres. Ça veut dire qu'en matière de meilleur ami, n'est pas meilleur ami qui veut seulement. Oui, mais Ézéchiel, est-ce qu'on a besoin de verbaliser? Est-ce qu'on a besoin de le nommer? Je veux dire, pour les autres, c'est un peu réducteur. Moi, si je suis dans un groupe d'amis et que tu estimes que c'est Eric, ton meilleur ami, moi, je me pose la question de savoir qu'est-ce que je fais avec toi. Est-ce que pour justement consolider les liens, il ne serait pas judicieux justement d'enlever ce superlatif-là et de juste garder ami simplement? J'aurais souhaité que, en parlant de meilleur ami, que ça soit dans l'intimité. Ça veut dire à la personne de manière intime, en inbox, que Régis est mon meilleur ami. Ou peut-être pas, ou peut-être juste les actes en fait, juste laisser les actes parler. Bon, souvent, aujourd'hui, est-ce qu'on ne considère pas trop cette affaire de meilleur ami comme étant un titre? C'est pas un titre, c'est plus l'attitude que tu as envers moi qui dit que tu es
le meilleur ami que je puisse avoir. Ouais, et ça peut être l'écoute, la disponibilité, autre chose. Parce que en comparaison, on va juste dire que le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. C'est pas une race de chien en particulier ou alors un chien en particulier. C'est tous les chiens qui existent qu'on considère comme étant les meilleurs amis de l'homme. Pourquoi? Parce qu'ils sont fidèles. Sur ce critère-là, on dit que le chien est le meilleur ami de l'homme. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne en particulier soit le meilleur, le ou la meilleure amie pour une autre personne en particulier? C'est justement parce qu'elle est soit disponible, soit elle est toujours à l'écoute, soit bonne conseillère, ou alors justement, c'est la personne qui fait le plus de choses dans notre vie, tout simplement. Oui, Glenn, tu veux... Et si je peux même ajouter par rapport à ça, une fois, j'étais en train de débattre par rapport, je vais dire échanger, avec une personne, j'étais en train de lui expliquer que pour réellement reconnaître un ami, c'est pas seulement lorsque tu es enfoncé. C'est aussi lorsque tu vis des moments glorieux, des moments vraiment où on te célèbre. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui deviennent des ennemis lorsque tu t'élèves ou bien lorsque Dieu te bénit. C'est là où tu te rends compte que la personne était plus en train de t'encourager, en t'enfoncer, qu'à te voir aller loin. Il y a plusieurs personnes qui ont montré leur véritable visage lorsque, voilà, il y a eu un événement ou bien ton anniversaire, ou bien voilà pourquoi, même je prends peut-être, il y a des personnes qui sont empoisonnées lors de leur anniversaire, mais pourtant c'est une manière de célébrer l'autre, même la personne. Le fait quand même d'avoir peur des amitiés. Oui, parce qu'on arrive à la thématique, Eric, du coup, par rapport à ce que Glenn a eu à décrire, Ézéchiel aussi a un petit peu parlé de cette forme de jalousie, de ce cœur qui noircit de jour en jour lorsqu'on se rend compte qu'on n'est pas au même niveau que son ami. Est-ce que l'amitié aujourd'hui, c'est un cercle vicieux qui nous enferme dans quelque chose d'assez sombre et qu'on se dit que plus on est ami avec des gens, c'est peut-être une façon de s'extérioriser, mais au contraire, l'amitié nous tue et nous détruit à petit feu, entre guillemets. Un petit peu. Je dirais que chaque être humain est maître de son cœur, maître de ses émotions. Ouais. Étant donné que considérer une personne comme étant un ami ou une amie, c'est permettre à cette personne d'entrer dans son cœur et dans sa vie. Donc, étant donné que nous, on ouvre la porte, on ne sait pas qui rentre. Ouais. On permet juste à quelqu'un de rentrer comme ça parce qu'on veut la considérer. Mais est-ce que cette personne rentre avec des meilleures intentions? Est-ce qu'il y a un filtre? On ne l'a pas. Mais est-ce qu'il y a un filtre de personne? Parce que, est-ce que c'est à un moment où tu tiques pour dire que non, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Parce que on remarque que dans le monde, c'est toutes les personnes proches qui tuent. Ouais. Les empoisonnements, c'est on allait boire un verre, on va boire un verre. Pourquoi? Parce qu'on se connaît bien, je te considère comme étant un ami. On va boire déjà, un verre. L'adage est là, le mal ne vient pas de loin. Ouais, exactement. Souvent, je te fais assez confiance pour te laisser mon verre. Toi, tu renverses quelque chose de... Oui, c'est pourquoi j'ai envie de dire que tout ami qui commence à se comparer à toi deviendra ton ennemi un jour. Ouais. Ça veut dire que si aujourd'hui j'arrive à empoisonner Régis, ça veut dire qu'auparavant, j'ai pas c'est un exemple. C'est un exemple. Donc si j'arrive à empoisonner mon ami... à faire du mal. À faire du mal à mon ami, ça veut dire qu'au préalable, il y a d'abord eu une pensée de comparaison, c'est-à-dire que je ne suis pas au même niveau que mon ami. Et s'il est plus élevé que moi, ça veut dire que il faut que je fasse quelque chose pour qu'on soit au même niveau, ou en fait, il faut que je tue. Moi, je voudrais ne pas considérer la personne comme étant un ami ou une amie. Moi, pour ma part, je pense que ce qu'il faut beaucoup redouter dans la notion de lorsque tu appelles meilleur ami, c'est par contre les personnes que ton meilleur ami rencontre à part toi. Parce que non mais il a raison, Glenn, parce qu'il y a une chaîne, c'est-à-dire que ton meilleur ami est un meilleur ami lui aussi, et ainsi de suite. Donc si tu donnes des infos, c'est clair que ton meilleur ami va se confier à son meilleur ami. Voilà, vient de là. Parce que si ton meilleur ami, si tu n'es pas le meilleur ami de ton meilleur ami, c'est un danger parce que tu te confies à quelqu'un qui se confie à quelqu'un. Ouais. Donc ton histoire est dans la bouche de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, Régis, ne pas couper Eric, on dit un secret qui n'est plus à deux n'est plus un secret. Ouais. Exactement, c'est une information. Si mon meilleur ami est un meilleur ami, ça veut dire que mon information a une autre information parce que le meilleur ami de mon meilleur ami a son meilleur ami. Ouais. Ça veut dire que si j'ai déjà dit que dans 2 semaines je me marie, l'information va aller très loin et le meilleur ami de mon meilleur ami qui ne m'aime pas peut déjà mettre en place quelque chose. Ouais. Évidemment, mais du coup, moi, ce que je veux savoir, les amis, Glenn, je reste avec toi. On parle effectivement aujourd'hui, attention, on n'est pas en train de tirer à boulet rouge sur l'amitié pour dire que ça n'existe pas. Il y a des vrais amis, il faut peut-être recadrer les choses. L'amitié existe, mais c'est toujours bien de s'y intéresser un petit peu parce que malheureusement, là où il y a des coins, des points positifs, il y a malheureusement des points négatifs. Et nous, on a décidé pour le coup, dans cette émission Génération News, de s'intéresser, de faire un
focus un petit peu sur ces points négatifs, malheureusement, qui conduisent à la mort. Ça, il faut le souligner, et je pense qu'on le souligne un peu sur ce plateau. On parle d'amitié, on parle un petit peu des dangers de cette amitié-là quand elle est mal faite, quand elle est mal construite. Du coup, moi, j'ai envie de savoir comment les filtres. Je veux dire, à quel moment on se dit, lui, je ne peux pas créer un lien, sinon tisser un lien d'amitié avec lui. Toi, tu te bases sur quoi? Quels sont les critères pour toi? Pour les critères, comment choisir ou bien comment dire que j'ai un meilleur ami. Premièrement, c'est comme j'ai d'abord parlé au début, de la sincérité. D'accord. La sincérité dans mes bons choix et mes mauvais choix. Il faut aussi savoir que la personne qui entre à l'intérieur de ta vie n'est pas un robot. Ouais. C'est une personne qui a des émotions, qui traverse aussi plusieurs choses et voilà, qui a ses bons côtés comme ses mauvais côtés. Et une des choses qu'il faut savoir se partager, c'est vraiment la sincérité. La seconde chose, il faut avoir la capacité de se dire les vérités. Voilà, faire la communication directe. La communication directe. Ouais. Je prends peut-être, moi, j'ai un ami, voilà, que je considère beaucoup. Il s'appelle comment? Giovanni, je peux dire ça comme ça. Et Giovanni alors. Je ne passe pas par 4 chemins, voilà, pour dire que je pense que ça, tu n'as pas mal fait, ça, tu as bien fait, ça. Et automatiquement, il sait que j'ai pas trop d'intentions, en fait, j'ai pas des intentions malsaines par rapport aux décisions que je prends. Et c'est la même chose, c'est réciproque. Il n'y a pas trop, et il faut beaucoup aussi se méfier des amis envieux. Parce qu'il y a des... Ouais, c'est ce que Ézéchiel disait, qu'à partir du moment où ton ami se compare à toi, c'est qu'il devient potentiellement ton ennemi. Donc, ouais, voilà. Très bien résumé d'ailleurs. Et la seconde chose, si je dois encore donner une qualification par rapport à l'amitié, il faut toujours avoir des amis qui ont la capacité de se débrouiller eux-mêmes. Ouais, justement. Mais Eric, c'est vrai qu'on parle un petit peu de cette amitié. Alors, il y a beaucoup d'amis, malheureusement, qui arrivent à déteindre sur nous, et ce, de façon un petit peu négative. Du coup, comment trier la question, elle n'est pas très loin de celle que je posais à Glenn, enlever la mauvaise graine du bon champ, j'ai envie de dire. Je dirais que c'est plus se baser sur les centres d'intérêt. Une personne avec qui on ne partage aucun centre d'intérêt ne peut en aucun cas être ami. Est-ce que c'est pas risqué, Eric? Je veux dire, moi, à partir d'aujourd'hui, on a un centre d'intérêt en commun, parce qu'on est supporters de Real de Madrid tous les deux. Ça peut forcément être un élément, un facteur clé pour tisser un lien d'amitié, quoique on l'a déjà, cette amitié. Mais je veux dire, est-ce que c'est pas risqué de tout le temps se fier au centre d'intérêt? Quand je dis toute entreprise de nos jours est risquée. Ouais. Entreprendre en général, le risque zéro n'existe pas. D'accord. Même en amitié, apparemment. Même en amitié, déjà accepter, je souligne encore ça, accepter que quelqu'un partage plein d'informations sur toi, c'est risqué. Parce que tu ne sais pas comment la personne va utiliser ces informations. Ouais. Donc, devenir ami de quelqu'un, c'est vraiment prendre sur soi, en fait. Donc, il faut quoi, Eric? Il faut quoi? Il va falloir qu'aujourd'hui, on essaie de développer une forme d'amitié modérée. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire, on est ami avec quelqu'un, on dit tout sans tout dire, en fait, j'ai envie de dire. Disons qu'on ne dit pas tout. Déjà, si on met un filtre à ami, je dirais que le filtre va commencer en forme entonnoir. Au-dessus, il y aura déjà les centres d'intérêt. Après, plus finement, il y aura l'esprit, c'est-à-dire ce que partage. Est-ce que la personne est au même niveau intellectuel que toi? Parce qu'on ne va pas s'asseoir et tu vas me dire je l'ai dit que. Ouais, bon, on s'entend pas. Oui, il faut des fautes d'orthographe, conjugaison et tout ça. Et plus tard, il faudrait que la personne puisse ressentir une certaine empathie. Ouais. Envers ma personne pour lui dire qu'elle comprend ce que je ressens et après elle partage ça parce que la Bible peut dire qu'on se réjouit avec ceux qui se réjouissent et on pleure avec ceux qui pleurent. C'est pour dire que l'ami, c'est celui qui est là pour pleurer avec toi, pour rire avec toi, dans les bons, dans les mauvais moments. Mais en fait, l'amitié, c'est comme un couple. Hein. C'est un duo, enfin c'est un couple, c'est pour le meilleur et pour le pire. Oui, c'est un couple. Très peu de personnes, malheureusement, sont là. C'est un couple, mais le couple, encore que le couple, tu as la réponse de l'autre. Je lui demande, est-ce que tu veux devenir ma femme? La personne répond oui. Mais là, tu ne peux pas demander à quelqu'un, Dan, est-ce que tu veux être mon ami? La jeunesse, quand on était plus jeune, on arrivait quand même à le demander, mais malheureusement... Et là, les choses étaient plus simples. Ouais, c'était plus simple, justement. Plus clair. On est amis. Non, parce qu'il n'y avait pas de calcul. On était jeunes, on avait juste besoin d'avoir un ami à qui on racontait bien passer du temps. Malheureusement, en grandissant, tout se fait maintenant au feeling. C'est-à-dire qu'au feeling... D'aucuns disent aussi que l'amitié est un peu, c'est un endroit où on retrouve beaucoup d'hypocrisie. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure des centres comment on appelle ça, des centres d'intérêt et tout ça, mais effectivement que même dans l'amitié, c'est l'intérêt qui guide la pensée et qu'en fait, on a beaucoup plus d'hypocrisie que d'amitié en fait
on va dire, dans ce petit cercle qu'on crée Ézéchiel. Est-ce que toi, déjà, tu as été, on va dire, entre guillemets, peut-être un petit peu victime de cela? Alors, peut-être pas d'une forme d'hypocrisie, mais en tout cas, de se retrouver dans une situation où tu as l'impression qu'en fait, ton casting en termes d'amitié, malheureusement, s'est mal déroulé. Oui. tout à fait. Tout homme va forcément passer par là. Bon, peut-être pas une obligation, mais quelqu'un a déjà quand même vécu ça. Et c'est pas peut-être une lâcheté, mais c'est important de passer par là pour comprendre que toute amitié doit être filtrée. Ouais. Et lorsque j'ai eu... On dit les conséquences, conseils mieux que les conseils. Et je me dis que si un ami est déjà au préalable, parce que comme disait Eric, on ne choisit pas, c'est juste le feeling aujourd'hui. Ouais. C'est comme la modernisation de l'Android, donc ça va comme ça. Voilà. Effectivement. Je kiffe Régis, et puis bon, on a fait 2 sorties, 3 sorties ensemble, et puis il a partagé le même avis que moi. Bon, c'est fini. C'est mon ami. Ouais. Or que ça ne doit pas marcher comme ça. C'est vrai que les amitiés se créent trop vite ici. Aujourd'hui, les amitiés se créent vite, c'est vrai. Hein, je suis d'accord avec toi. On a partagé un verre et puis depuis la création des réseaux sociaux, il suffit juste de cliquer sur un j'aime. Le j'aime te dit que vous êtes amis. C'est-à-dire que l'ordinateur t'impose un ami ou une. On va peut-être laisser terminer Ézéchiel. On s'est revenu sur l'aspect purement virtuel de l'amitié. Et j'ai même envie d'ajouter ceci en disant que c'est vrai qu'il faut filtrer les amis, mais j'ai envie de pousser encore plus loin en disant si quelqu'un rentre dans ta vie, ça veut dire qu'il doit avoir des conditions pour ne pas sortir. Je peux te laisser rentrer, mais si tu es déjà rentré, tu ne peux pas sortir comme tu es rentré. Ça veut dire que tu as pris des informations dans ma vie que tu pourras un jour ou le lendemain me tuer. Donc, ça veut dire que si tu es rentré, il faut avoir, on va dire quoi, un papier pour me... Il faut tout laisser. On a les contrats d'amitié. Un contrat d'amitié. Voilà, les contrats d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, l'idée n'est pas mauvaise. Hein. On peut toujours creuser. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde devient ami du tic au tac. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, bon, j'ai marché avec tel, il m'a bien répondu, mais l'amitié, ça ne s'arrête pas là. C'est pas juste il t'a bien répondu. Un jour, il va mal te répondre, un jour, il va bien te répondre. Ouais. Il faudrait qu'on mette déjà dans nos têtes que doit rentrer dans notre vie, doit rentrer dans notre amitié, quelqu'un qui est prêt à payer le prix pour nous. Ouais. C'est comme tu disais, mari et femme. Ouais. Je pense que si on est mari et femme, c'est parce qu'on est capable de mourir pour l'autre. Bah, déjà au début, c'est un petit peu le pacte. Hein. Pour le meilleur, pour le pire, on a dit. Donc, je vais terminer par là parce que quand on était petit, je me rappelle, on faisait des trucs comme ça pour dire que toi et moi on est amis. Ouais, le petit signe, qu'il fallait se coller les. Et encore quand on était petit, je pense qu'il y avait quand même une grosse étude. C'est-à-dire que tu commençais par regarder le gars pendant au moins 2 semaines. Vous passez, personne ne se dit bonjour. Et après un jour, tu dis bonjour, il te répond bonjour, ça passe comme ça. Encore 2 semaines, bonjour. Et après. En fait, c'est là où je voulais en venir, Eric, c'est bien d'avoir un petit peu entamé la question. En fait, tout à l'heure, je voulais en venir, c'était dans ce sens-là. C'est-à-dire, combien de temps faut-il aujourd'hui pour analyser, scanner une personne et de dire je peux aujourd'hui aisément, sans risque de me tromper, faire de cette personne... Aujourd'hui, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, c'est ça. On échange un fou rire, j'ai échangé mon numéro, on continue à rire inbox, on est amis. Ouais, bon. C'est fini. Mais l'amitié sans sincérité, en fait, j'ai envie de dire. Mais c'est pas de l'amitié, c'est de l'amicalité, tout simplement. Voilà. Je pense qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus dans cette confusion-là, de l'ami et l'amicalité. Mais bon, oui, Glenn, je voulais rebondir sur un point. Oui, par rapport à ce que tu as eu à dire, moi, je pense que... je ne vais pas dire meilleur ami, je pense bien que je vais dire l'ami. Voilà. En fait, toi, tu es un meilleur ami, toi, en fait. Voilà, l'ami, c'est plus... C'est Giovanni le meilleur ami. Bon. L'ami, je pense qu'il doit faire ses preuves. Autant que nous sommes, voilà, partageons plus l'amicalité. Mais lorsqu'on parle d'amis, c'est plus au niveau de ses preuves. Mais est-ce que c'est pas lui qui demande à venir l'ami? Comme il dit, peut-être que les preuves peuvent rassurer. Personne ne demande à devenir ton ami. Personne ne vient vers toi pour dire je veux devenir ton ami. On s'est vu. Je prends peut-être le cas de lorsque tu as... Bon, l'exemple que tu as pris lorsque nous étions petits. Je me rappelle, à l'époque, c'était d'abord le signe et tout. Après, on a commencé à s'échanger des plats. Et tout, jouer au ballon et tout. Ouais, en fait, il y avait... Moi, rarement, je prenais les plats des autres. L'amitié, je pense, c'est une relation. Et dans la relation, c'est l'échange. Ouais. C'est l'échange. Refuser d'échanger, c'est refuser d'être ami.
Voilà, il faut au moins que ce que je te fais soit aussi réciproque. Je m'attends aussi à des choses. Parce que je ne suis pas un robot. Tu es entré dans ma vie, ce n'est pas pour venir t'allonger, accepter que j'ai investi à l'intérieur de toi. Il faut pratiquement que tu puisses me changer aussi. Super. Moi, j'ai une question, Ézéchiel. C'est vrai qu'en fait, depuis qu'on a démarré cette première partie, il nous reste en gros 2 minutes avant de clore cette première partie Génération News. Alors, c'est vrai, depuis qu'on parle un petit peu d'amitié, c'est beaucoup plus avec des gens, avec des inconnus, de façon générale. Mais une amitié, on peut très bien la nouer avec sa maman, avec son papa, avec ses frères. Est-ce que du coup, les mêmes critères, est-ce que ce sont les mêmes critères qu'une amitié qu'on noue avec quelqu'un d'inconnu? Tout à l'heure, tu parlais de contrat d'amitié. Est-ce que c'est le même contrat avec les mêmes clauses? Bon, ce ne sera pas le même contrat avec les mêmes clauses parce que là, il s'agit des personnes qui sont dans ton intimité depuis ta venue sur Terre. Tu es ami avec maman? Plus avec papa. Mais je suis ami avec maman, ça veut dire que la personne qui me connaît mieux, c'est papa. D'accord. Donc ça veut dire que si j'ai mis des critères comment, avec... monsieur? C'est monsieur? Papa, je veux dire papa, il s'appelle comment? Lebel. Monsieur? Lebel. D'accord, on salue au passage. Donc si j'ai noué des liens avec une personne inconnue, arrivé dans mon intimité personnelle, il y a des choses que je ne pourrais pas dire à mon frère ou à mon père que bon, là tu mets des limites. Ça veut dire qu'il aura un libre accès à ma vie. Maintenant, tout en sachant que le libre accès qu'il aura, c'est lui très facilement qui pourra me tuer. Il faut faire attention parce que le mal ne vient jamais de loin. Et en parlant de ça, les amis, on marque une courte pause. On va parler de décision, prise de décision en deuxième partie d'émission. À tout de suite sur Média TV. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Cette fois-ci, nous allons faire une immersion dans ce procédé de prise de décision. Une décision, en tout cas, c'est cet acte qui peut changer le cours d'un événement ou encore le comportement d'une personne. Ézéchiel, la prise de décision, excellent processus ou un piège, tout simplement? La prise de décision est un excellent processus parce que tout passe par une décision. Mariage, études, formation professionnelle, travail, tout passe par une décision. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas se lever un matin et dire que je vais faire quelque chose sans avoir pris une décision. Parce que si on ne prend pas de décision pour faire des choses, on va faire des choses juste à la volée et après on va tomber dans si je savais. Ouais. Ouais, le si je savais, c'est le regret. Voilà, il faut impérativement que quelqu'un prenne une décision pour faire quelque chose. D'accord. C'est vrai que prendre une décision, c'est souvent difficile, c'est jugé difficile, Eric, pour certaines personnes. On voit souvent, en tout cas, on a ces expressions, de fois quand tu vas voir quelqu'un, la personne te dit « ouais, c'est un peu difficile, donne-moi du temps pour réfléchir ». Pourquoi c'est justement cette prise de décision requiert autant de prise de temps, et pourquoi c'est jugé difficile? Parce que justement, derrière chaque décision, il y a un piège ou du moins une conséquence. C'est-à-dire que je vais choisir ce matin de m'habiller en t-shirt. Je prends le risque donc de m'exposer à une pluie ou à quelque chose. Derrière, il y a toujours quelque chose, en fait. Il y a toujours, tu vas toujours assumer la conséquence de ton choix. Donc, prise de décision devient plus difficile parce qu'on ne sait justement pas à l'avance ce qui va se passer. Ouais. C'est à cause de ça qu'on est réticent à l'idée de faire un choix. On est réticent à l'idée de décider soi-même. On est parfois tenté ou poussé à dire « mais toi, fais le choix pour moi. Toi, décide pour moi. » Et enfin... Est-ce que c'est pas un peu facile? Parce qu'en général, il y a des gens qui versent un peu dans cette forme de facilité. En général, on demande à l'autre de choisir à sa place. C'est facile, mais c'est plus pour se protéger soi-même. De quoi? Justement, de la conséquence, si je ne fais pas un choix, si tu fais le choix à ma place, derrière, ce qui va arriver, j'aurai la possibilité de te dire que c'est de ta faute. Moi, j'aurais choisi derrière. Et moi, je me protège. Un peu vicieux quand même. Hein. Ouais, c'est vicieux. Le monde est vicieux. C'est vicieux, mais on va dire quoi, l'homme est fait comme ça. On se protège toujours de ce qui peut arriver. Étant donné qu'on ne contrôle pas le futur, on ne contrôle pas ce qui arrive, on préfère au maximum se protéger, sauf les courageux. Ils préfèrent, aller au choix, c'est-à-dire que je choisis moi-même, peu importe ce qui arrive, et puis voilà. Glenn, prendre une décision requiert beaucoup de concentration, de temps, de responsabilité, mais il est encore plus facile et plus motivé lorsqu'on a une consultation, c'est-à-dire lorsqu'on consulte une personne. Est-ce que c'est le cas pour toi? Je veux dire, quand tu prends une décision, est-ce que tu as un référent, par exemple? Oui. Le premier référent que j'ai, c'est moi-même. D'accord, déjà, oui, ça c'est sage. Parce que la personne qui va premièrement assumer les conséquences, c'est moi. Et après, les autres, ils n'auront pas forcément le mal que j'ai ou encore le bonheur que j'ai. Ils seront contents ou bien malheureux, même pas avec la même intensité. Maintenant, la deuxième personne que je peux consulter, ce sont des personnes qui
qui connaissent à peu près qui je suis. D'accord. Mais en général, c'est la famille. Voilà, en général, c'est la famille. Ou la chérie, au cas où vous êtes en couple, évidemment, mon cher. Oui. Et plus aussi, encore, bon, il y a les amitiés, voilà, poser la question à quelques personnes qui sont déjà passées par là, dans les personnes expérimentées. Tu les interroges par rapport à... Mais ce qui est sûr, c'est que la décision vient de toi. D'accord. Ézéchiel, on parle d'un processus. Hein. Tu l'as dit, quand on prend une décision, c'est un processus. Un processus requiert des étapes. En tout cas, il y a un premier point, un deuxième, un troisième pour atteindre et arriver à ce processus-là. Quelles sont les étapes d'une prise de décision, selon toi, avant évidemment de se lancer, avant de valider cette décision? Bon, moi, je me dis qu'il faut d'abord réfléchir. Parce que la décision vient de la réflexion. Je ne peux pas me décider si je n'ai pas encore réfléchi au préalable sur ce que j'ai envie de dire. Oui. C'est pourquoi on demande, il y a un adage qui dit « avant de parler, il faut renouveler la langue 3 fois ouais. ». Ça veut dire qu'avant que je ne puisse dire quelque chose ou une décision, il faut que je réfléchisse d'abord. Et après réfléchir, il faut analyser. Parce qu'on peut bien réfléchir, mais s'il n'y a pas d'analyse de la réflexion, on va se retrouver buté. Ouais. Parce que je peux me mettre à réfléchir sur quelque chose et puis au pif, je me dis « bon, je vais faire ça ». Or que parfois, après réfléchir, il faut analyser. Maintenant, après analyser, il faut voir le pour et le contre parce que toute décision, il y a toujours un pour et un contre. Il faut peser maintenant. Et puis, il y a des gens qui viennent parfois influencer la décision des gens. Ça veut dire que je peux prendre une décision, par exemple, aujourd'hui de faire un master en banque finance et les gens qui sont autour de moi vont me dire bon, fais un master en QHSE. Et le fait que je n'ai pas envie de faire QHSE, l'influence que les gens auront sur moi vont impacter ma décision. Ouais. D'où il est important de réfléchir d'abord avant et d'analyser les faits, le pour et le contre. Eric, il y a un rappeur franco-congolais qui vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je pense que tu as une idée de qui il s'agit. C'est notre ami Youssoupha, qu'on écoute beaucoup. Et Youssoupha, quand il parlait des décisions, en tout cas dans l'une de ses chansons, L'enfer c'est l'autre, il disait, je cite, qu'aujourd'hui la prise de décision a participé, entre guillemets, à près de 20% de la destruction des vies de certaines personnes, d'où en tout cas l'impact, le côté, on va dire, très symbolique, sinon lourd d'une prise de décision. Comment on se relève de ça quand on décide de prendre, quand on décide de mettre en place, de valider une décision et qu'on on se rend compte derrière qu'en fait la décision n'a pas été la bonne, comment on se relève Déjà, cela arrive généralement parce qu'on se dit qu'on doit faire une décision par rapport au choix qu'on nous impose. C'est-à-dire, soit c'est blanc, soit c'est noir. Ou alors c'est oui ou c'est non. Alors, ça peut être gris aussi ? Oui, on a le choix de dire que oui, c'est pas noir, c'est pas rouge. Ou bien c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est gris. Ou bien c'est bleu. Ou c'est pas oui, c'est pas non, c'est peut-être. Ouais, c'est ce qu'on nous dit souvent, que la vie c'est un choix. La vie c'est un choix. On a le choix de ne même pas choisir. Ne pas choisir aussi, c'est un choix. C'est un choix en fait. Ouais, d'accord. Donc, vu que beaucoup de personnes sont persuadées qu'on doit baser, ou alors les choix, on fait le choix que par rapport à ce qu'on nous propose. Elles vont choisir des trucs qui ne conviennent même pas. C'est-à-dire que je vais peut-être choisir une voiture, soit une Nissan, soit une Audi. Entre-temps, dans ma tête, je pense à une Mercedes. Je vais choisir une Nissan et après, finalement, je ne suis pas satisfait du choix. Dans tous les cas, je ne serais pas satisfait du choix vu que les choix c'était Nissan ou Audi alors que je pensais Mercedes. Donc, premièrement, pour se relever même de ça, moi je dirais que c'est assumer que ne pas choisir est un choix. Ouais. C'est assumer derrière que le fait de choisir ne s'arrête pas aux propositions qu'on a devant soi. C'est assumer qu'il y a une farandole de propositions derrière ces plein de propositions. Le monde est fait de propositions en fait. Exactement. Par rapport à une situation, on peut avoir 1001 propositions. C'est pas s'arrêter sur est-ce que c'est rouge ou est-ce que c'est noir. Ouais. Exactement. Et derrière, on se relève facilement. J'aime bien. Effectivement, c'est ça. Hein. Franchement, très belle analyse. Parce que moi, je pars du principe que c'est ça. Parce qu'en fait, on a toujours résumé un peu notre vie à deux choix. On te demande de choisir, exemple, entre papa et maman ou bien entre l'école et ce que tu fais. Mais on ne nous a jamais dit, écoute, le fait de ne pas choisir entre ces deux points-là, ça reste un choix aussi. Est-ce que tu peux choisir de faire autre chose que ce qu'on te propose? Donc effectivement, c'est ça. Si les gens arrivent à assimiler en tout cas cette notion-là, ce procédé-là, je pense qu'aujourd'hui, les choix se feront, les décisions vont être en tout cas prises et ce de façon responsable. Et on revient un peu sur la décision. Glenn, tu vas nous permettre un petit peu sur ce plateau de Génération News d'entrer un petit peu dans ton intimité. Je veux dire, quelle a été la plus lourde, sinon la plus importante des décisions que tu as eu à prendre aujourd'hui? La plus grande des décisions que j'ai eu à prendre, c'est continuer l'école. D'accord.
continuer l'école. Lorsque j'ai eu mon bac, il y avait beaucoup de propositions. Déjà, je reviens du Gabon et beaucoup de personnes me demandaient d'entrer à l'armée, plein de choses. Les conditions, comment tu vas faire ici à Dakar et plein de choses. Et c'est comme j'ai dit, la première personne à prendre la décision, c'est toi. Et tout ce que les autres te diront, ça va te permettre d'analyser, voilà et tout. Comme on dit aujourd'hui, c'est important de vivre sa vie et de mettre les avis de côté pour le moment. Et je pense que j'ai pas fait le mauvais choix. D'accord. Je suis arrivé ici et je suis content du choix que j'ai eu à faire, contrairement aux choix qui m'ont été proposés. D'accord. Ezekiel, tout à l'heure, notre ami Glenn nous a eu affaire, il nous a fait une confidence en parlant évidemment de ses études. Et effectivement, on est très heureux que finalement ce choix ait porté leurs fruits. Eric parlait aussi un petit peu il a utilisé la métaphore des voitures, le fait de choisir une voiture en particulier. Mais je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'on vit un petit peu par procuration? C'est-à-dire qu'on vit en fonction des décisions des autres, qui, comme tout à l'heure, tu as dit, ça impacte un petit peu. J'aime bien, en tout cas, l'expression utilisée par Glenn, qui disait qu'en fait, le premier référent, c'est nous-mêmes d'abord, mais parfois, on a l'impression que nous-mêmes n'est pas d'accord avec nous-mêmes. Ce qui fait qu'on se retrouve un peu dans une cacophonie, on se retrouve un peu dans quelque chose d'un peu flou. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression de vivre par procuration? Bon, je dirais non. D'accord. Non, pourquoi? Parce que, comme disait Glenn, tout passe par nous-mêmes. Je me dis que si on est conscient de ce qu'on dit, si on est conscient de ce qu'on pense, on ne sera jamais dans la procuration. C'est-à-dire qu'on sera nous-mêmes conscients que si j'ai dit ça, ça veut dire qu'après, dans 1-2 semaines, je peux vivre telle conséquence, telle conséquence. Si les gens sont aujourd'hui surpris de leur vie, c'est parce qu'au préalable, ils n'ont pas eu à prendre des bonnes décisions, ils n'ont pas eu à bien réfléchir. Oui, mais est-ce que ce sont eux, Eric? Est-ce que c'est pas forcément, pendant le cas des parents, on va essayer un petit peu, on va pas taper. D'accord, bon, on va te laisser terminer alors. Donc, on va te laisser terminer. Je vais prendre l'exemple des parents. Les parents aujourd'hui, pour parler du temps présent, c'est plus sur les études des enfants. L'enfant rêve d'être pilote. Le parent va se lever, il va dire, bon, moi, je pense pas être pilote, je veux que tu sois docteur. Ce qui fait que quand l'enfant arrive dans la médecine, il est perdu. Parce qu'il assume les choix de ses parents. Voilà. Et c'est aujourd'hui, le monde qu'on vit aujourd'hui, on n'a plus des personnes qui font les choses avec passion. Par exemple, moi j'ai fait management, on a des personnes qui sont dans l'entreprise qui ne sont pas motivées. Pourquoi? Parce qu'ils font le travail juste parce qu'on leur a demandé de faire. Non, pas par ils le font par obligation, voilà, non par vocation. Voilà. D'accord. Justement parce que le choix qu'ils avaient, c'était ça. Si on t'a demandé de choisir entre X ou Y, et pourtant l'alphabet, il y a 26 lettres. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais justement, parce que ça, c'était le cas des parents, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, alors, on aime beaucoup nos parents sur ce plateau et même en Afrique, sur Média TV de façon générale, mais il faut dire aussi que parfois, certains parents ont une trajectoire un petit peu, on a l'impression qu'ils veulent vivre une vie qu'ils n'ont pas pu effectivement valider et ils veulent en tout cas retranscrire cette vie sur leur progéniture, ce qui fait qu'il y a des enfants, il y a des gens aujourd'hui qui vivent leur vie mais par procuration, c'est-à-dire ne pas vivre leur vie. Simplement. Moi je pense, monsieur Régis, que beaucoup de personnes ont du mal à faire des choix parce qu'ils ont du mal à s'investir aussi soi-même. Parce que chaque choix oblige l'investissement personnel. Il y a beaucoup de personnes qui subissent plus les choix des parents parce qu'ils n'ont pas cette audace de travailler, voilà, trouver un boulot et se battre à réussir. Moi, je connais beaucoup de personnes, vraiment beaucoup, qui ne vivent pas heureux dans, je prends peut-être ce que Ezekiel a eu à dire concernant les filières ou encore le travail qu'ils font. Justement parce qu'ils n'ont pas donné un peu plus d'autorité dans leur vie que voilà, je vais me battre à faire ça, je vais même aller travailler dans un fast-food pour avoir de l'argent pour payer mes études et tout. C'est encore parce que tu ne sais pas que les choix qui étaient posés devant eux, encore une fois, c'était ces choix-là en fait. Ils les font peut-être par... il n'y a rien à faire, on fait juste ça. Donc aucune motivation, aucun sacrifice, il n'y a aucune énergie, il n'y a rien. Je vais prendre mon cas. Je dirais que avant de commencer mes études à l'étranger, je discutais avec ma mère. On était assis. Et je lui disais que maman, moi je vais devenir président. Du coup, je vais faire la politique. Elle m'a dit, si tu veux devenir président, va vendre les gens ailleurs. C'était le coup où on a commencé à rigoler. Bon, moi je rigolais parce que c'est sa perception des choses. Et lorsque je venais à ISM sur la préinscription, normalement je devais faire droit des affaires. Vicieux.
j'ai décidé de faire sciences politiques. Sans pour autant qu'elle me dise... Non, tu n'as pas consulté exactement. D'accord. Et c'est à sa grande surprise que je lui ai dit, écoute, moi je suis étudiant en sciences politiques et relations internationales. Elle m'a crié dessus, oh toi tu as commencé, oui, tu as commencé avec tes choses. Je suis resté dedans. Je disais que les parents ne veulent pas forcément, c'est vivre ou pas vivre la vie, en fait, parce qu'ils ont des préreçus. Ouais. Ils ont des... Ouais, des préjugés sur beaucoup de choses. Voilà, exactement. Ils ont une autre perception de la vie qui se disent que bon, si tu fais ça, le cas de celui qui veut faire aviation, lui d'aller faire médecine, si tu fais ça, tu ne vas pas t'en sortir. Et c'est en faisant ça que tu vas t'en sortir. C'est leur vision. C'est parce que après, eux, ils nous conditionnent à faire un choix par rapport à leur proposition. Ouais. C'est encore... Après c'est à nous aussi de convaincre, comme tout à l'heure. Moi, je reste sur ton exemple qui est pour moi pertinent. Si tu as A et B, part du principe que tu peux avoir C, D jusqu'à Z. Donc, ça veut dire que c'est à nous de convaincre nos parents de dire, écoutez, le A que tu proposes, c'est bien, le B aussi. Mais moi, j'ai le C qui est plutôt intéressant. Donc, avoir des arguments de sa politique pour convaincre... Convaincre un parent qui ne connaît pas utiliser Facebook, excusez-moi, oui, qui ne sait pas trop utiliser WhatsApp. C'est-à-dire que le parent les réseaux sociaux de façon générale. Le parent est resté un temps où les moins de 20 ans ne savent pas de quoi on parle. Ouais. Non, c'est difficile. Un parent africain, non, c'est difficile. Moi, je voulais rebondir dans ce qu'il disait. Dissuader un parent de laisser quelque chose, c'est un peu compliqué en Afrique. Ouais. Pourquoi? Parce que... Après, peut-être la manière aussi, peut-être que... il faut casser des préjugés. Il faut la manière de venir 60 expliquer, mais parfois il y a des parents qui ne sont pas très connectés sur les réseaux. Par exemple, si je dis à mon père qu'aujourd'hui je vais faire marketing réseau, il va me dire, mais marketing réseau, c'est quoi? On fait quoi? Et quand je lui dis que je vais juste travailler sur Internet, il va me dire, mais mon petit, qu'est-ce qui ne va pas en fait? Tu veux me rendre comment? Et tout part en fait de là. Et il y a des décisions où on ne peut plus les prendre parce qu'on se dit, ah, mon père sera triste. Parce qu'il y a des gens qui sont très émotifs. Ouais. Qui marchent à l'affection. Voilà, si mon père n'est pas content, bon, je vais laisser juste parce qu'il faut que je satisfais mes parents. Et c'est là où on se retrouve dans la société avec des gens qui sont blessés. Et encore plus, on a conscience de la modernisation du monde. Eux, ils n'ont pas conscience de ça. Ouais, oui, c'est clair parce que le monde a muté, mais malheureusement, certains parents sont encore attachés à l'autre monde. Il n'y a pas une mise à jour qui a été faite. Beaucoup vont te sortir l'excuse. Bon, c'est pas une excuse, c'est un fait, mais beaucoup vont sortir ça. Est-ce que tu sais que ça, c'est pas bon aux yeux de Dieu? Est-ce que tu sais qu'il y a des métiers qui ne sont pas bons? Évidemment, à la guerre, toutes les stratégies sont bonnes. Si on arrive à te ramener l'aspect religieux. Tu vois que derrière, c'est compliqué d'escalader cette montagne. Ouais. C'est quasiment un mont. Everest qu'on te tend comme ça, mais vas-y, pieds nus, vas-y. Bon, ça va être compliqué en tout cas. Oui, Glenn? Moi, je pense que les décisions des parents ne sont pas aussi mauvaises. Hein. Non, c'est pas ce qu'on entend dire, attention. Personne ne le dit. C'est pas ce que nous sommes en train de dire. Personne ne le dit. On dit juste voilà. que les parents te proposent A et B. Et que tu peux avoir le choix aussi, mais là, c'est à toi de convaincre. J'ai l'exemple de... Moi, c'est un exemple que je donne comme ça. Ah non, les preneurs. Il y a un frère qui devait normalement aller en France. Voilà, il devait aller en France il voulait continuer les études et le parent l'a proposé quelque chose parce qu'il a eu... il a fait marketing. Voilà, le parent l'a proposé un poste et le parent l'a garanti que voilà, son frère était devant et tout. Et il était beaucoup réticent, mais après, récemment, on a discuté ensemble. Le gars est heureux, il est sérieusement heureux, il a sa voiture, il a plein de choses. Il me dit que si j'étais parti en France, j'allais vraiment me casser la tête. Bon. Ça ne pas justement contenté seulement de ce qu'on lui a proposé. Je pense. Moi, j'aimerais rebondir sur ce qu'il dit. Vas-y, on ne va pas dire ici sur le plateau qu'on va contredire tout à fait nos parents. Ça, non, mais attention, c'est pas l'optique. Voilà. C'est pas l'intérêt de l'émission. On n'est pas là pour contredire les décisions des parents. J'aimerais rebondir dans ce qu'il dit. Ouais. Là, c'est dans le cas où il a eu une assurance parfaite. Mais il y a des moments où parfois, les parents nous disent des choses et après, lorsqu'on arrive devant, ils vous disent que bon, là, je ne sais plus comment on va faire. Et là, ce n'est pas lui qui est dans l'histoire. Ce n'est pas lui qui cherche le travail, ce n'est pas lui qui cherche la position. Il t'a juste poussé. Et maintenant, devant, tu te retrouves seul au milieu du large, au milieu de l'eau et tu ne sais pas nager, tu ne sais rien. Et là, il te dit, bon, mon petit, excuse-moi, mais bon. C'est pas possible que tu vois une autre solution. Et là, la solution, tu as déjà perdu 3 ans, tu as perdu 1 an, tu as perdu 2 mois. Et c'est un peu compliqué. C'est pas qu'on veut pas écouter les parents, c'est juste que parfois les propositions faites des parents, c'est un peu... Et encore que pour moi, ce n'est clairement par rapport à ça, moi je pense que c'est rare de voir un parent qui te donne un chemin et qui ne te soutient pas à l'intérieur.
Non, mais c'est clair. Non, attention, mon cher Glenn. Oui. On est en accord. Hein. Et je pense que Ezekiel l'a souligné. On est en accord. On respecte les décisions des parents. La preuve, c'est qu'à chaque fois que papa arrive à dire un truc au moment, on suit. Et effectivement, qu'un père ne va pas t'orienter sans t'apporter son aide ou quoi que ce soit. Non, il va être toujours derrière toi. Après, nous, ce qu'on essaie de relativiser, j'insiste là-dessus, c'est en se disant, OK, papa nous a proposé A ou B, mais nous, on a la possibilité d'en avoir C ou D ou F. Maintenant, c'est à nous de convaincre les parents. Et c'est là où le débat, en tout cas, évolue. C'est dans le sens, la difficulté maintenant, comme Eric l'a souligné, d'aller convaincre le parent africain. C'est encore un choix de complaisance, c'est une décision parce qu'on t'a montré un choix. Ouais. C'est le parent qui te propose deux options. C'est-à-dire que soit tu restes à la maison et je te donne un travail, soit tu tentes ta chance pour aller en France et tu vivras une vie difficile. Mais attention. Jusque-là, c'est le choix. Ce n'est pas encore la décision. C'est pas encore la décision. Mais attention, si tu décides de rester avec moi, c'est-à-dire que si tu fais le choix de rester avec moi, je te donne le travail, tu seras intégré facilement dans la société puisque je connais quelqu'un derrière. Donc, tu n'auras pas à justement affronter les embouteillages, affronter les patrons nerveux, affronter les entretiens où tu peux échouer. Et tu vas avoir directement le travail, tu vas réussir ta vie. Mais qui te dit qu'en allant affronter ça, tu ne vas pas réussir ta vie? Donc, du coup, Eric, je reste avec toi vite fait. Si je comprends bien, pour s'attacher à nos thématiques, du coup, la prise de décision, c'est aussi quelque part un petit peu un piège. C'est même le plus grand des pièges parce que on décide quelque chose, on prend une décision par rapport à une situation, on prend une décision par rapport à un événement, mais ça influence notre vie. C'est à long terme. La décision, c'est ce choix, c'est pour toute la vie. Je fais le choix de rester avec mes parents. C'est pour toute la vie. Ils seront toujours là. Tu acceptes de rester sous l'abri de papa, sous l'abri de l'ombre, oui, parce qu'ils sont là. Et beaucoup le payent cash. On ne va pas citer de famille ici. Tant mieux d'ailleurs. On ne va même pas citer. Mais prendre le risque d'aller à l'aventure, prendre le risque de sortir de sa zone de confort, de justement aller dans un endroit où toi-même tu vas te faire ton réseau, c'est aussi un piège. Il y a aussi une difficulté derrière. Tu peux ne pas réussir. Derrière, tu peux vraiment faire un énorme flop, c'est-à-dire te retrouver SDF complètement. Et les parents vont te dire, tu vois, si tu savais. Mais et pourtant, c'est une décision. Donc, la prise de décision, à mon sens, c'est le plus grand des pièges, en fait. Et comme tu l'as souligné en première partie de l'émission, le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. Dans tous les secteurs et tous les domaines de la vie. Ézéchiel, revenons un petit peu sur la prise de décision en elle-même. On a parlé un petit peu en début de cette deuxième partie d'émission, de l'impact, en tout cas. Et Eric vient encore de souligner ça, l'impact de cette prise de décision sur notre vie au quotidien, mais une prise de décision que tu as résumée aussi, qui part de la réflexion. À quel moment on estime que cette prise de décision a déjà mûri et qu'on peut l'accueillir? Je veux dire, combien de temps ça nous demande pour vraiment réfléchir et de valider cette décision? Bon, étant quand même diplômé en management, je me dis que tout part par la motivation. D'accord. Dès que tu es motivé à faire quelque chose, c'est le moment de prendre la décision. Oui, mais est-ce que c'est pas là le risque? On est dicté un peu par les émotions. Je me dis que dans tout ce qu'on fait, il y a toujours le risque. Il n'y a pas un métier où il n'y a pas de risque. Même ceux qui sont au bureau, il y a un risque. Non, mais peut-être la précipitation. Je veux dire, si tout de suite tu prends une décision sous l'effet de l'émotion, est-ce que cette décision, avec du temps, est-ce que n'aurait pas peut-être pu évoluer? S'il faut donner un temps, je me dis, il n'y a pas un temps propice. D'accord. C'est dire qu'il faut se lancer. Je vais dans cette optique de me dire, il faut se lancer. Si après, parce que la décision, qu'on le veuille ou pas, il y aura toujours, à un moment donné, la décision va marcher ou elle va nous créer des problèmes. Donc, mieux se lancer et après avoir... Peut-être réfléchir plus longtemps, c'est peut-être minimiser le problème que ça peut causer. C'est pourquoi on dit que les échecs enseignent mieux. Ça veut dire que si j'ai eu un échec par une décision, prochainement, je vais prendre plus de temps. Donc, je me dis que... C'est cet échec-là qui va nous assommer. Bon, c'est selon. Il faut toujours se relever après l'échec. Il faut toujours se relever. Toujours et toujours. Oui, Glenn. Moi, je pense que par rapport aussi à ça, ça dépend aussi des décisions. Parce qu'il y a plusieurs décisions dans la vie. Il y a décider de te marier, voilà, il y a le pour et le contre, il y a vraiment des obligations et il y a décidé de dire, voilà, bon, en tout cas, ça dépend vraiment des situations. Moi, je pense que le temps varie en fonction de ce qui est devant toi. Vraiment de ce qui est devant toi.
le temps d'analyser. Quand tu dis c'est que devant toi, c'est-à-dire quoi? C'est des propositions en fait. Voilà, c'est vraiment en fonction de ce qui est devant toi. Il y a des décisions où tu vas devoir analyser, regarder partout. Une décision d'une démission par exemple en entreprise, ça demande beaucoup plus de temps, en termes de réflexion. Quand même de mûrir vraiment cette prise de décision. Je pense qu'après Glenn, ce sur quoi on doit rester focus, c'est j'ai le choix de ne pas choisir. C'est pas forcément parce qu'il y a des propositions devant soi qu'on est obligé de choisir. On a un buffet, mais tu as aussi le choix de ne pas manger au fait. Bien sûr. Parce que c'est pas parce qu'il y a un buffet qu'il faudrait forcément manger. Le fait d'avoir des propositions ne dit pas obligation de choix. Et même le fait de ne pas choisir, c'est déjà faire un choix. Donc même le fait de se marier, c'est influencé par la société, les codes de tout. On dit qu'un homme doit rester avec une femme. Et même en entreprise. Même en entreprise. Moi, mon frère aîné s'est marié parce que justement, il a obtenu un poste en entreprise qui requiert le mariage. Donc, tous les choix sont influencés par quelqu'un. Mais le fait de ne pas choisir, c'est réellement ça. C'est même là le vrai choix, en fait. Ouais. Le fait de dire, bon, par rapport à X, il y a Y, je choisis B. Ça sort de l'ordinaire, ça sort de ce que la société peut contrôler, mais c'est réellement ça où le choix intervient en fait. Ouais. Sortir complètement des codes, sortir complètement de ce qu'on nous impose ou des propositions qui sont devant nous pour exactement rentrer dans ce qu'on a décidé de faire ou décider réellement de choisir. Non, c'est la raison pour laquelle j'aime cette émission Génération News, parce qu'effectivement, non mais c'est bien, il faut le dire, on a une jeunesse consciente et ça c'est plutôt assez intéressant. Et d'ailleurs Eric vient de révolutionner. On dit de la vie que la vie c'est un choix. Eric a dit mais ne pas choisir aussi c'est un choix. Dixit, Eric, donc je pense qu'il faut déposer au cas où on ne sait jamais au sortir de cette émission. Tu vas l'entendre un petit peu partout, cette expression-là. La vie, c'est un choix, mais ne pas choisir, c'est un choix. En tout cas, moi, je note. Je trouve ça assez pertinent. Ézéchiel, c'est vrai qu'on parle de la prise de décision. Tu l'as souligné tout à l'heure. C'est que parfois, toi, tu fais recours un peu à ta famille, papa en l'occurrence, avec qui a vraiment ce link, quoi. Qu'au moment aussi est là, attention, tu as fait 9 mois dans son ventre, tu payais pas d'eau, tu payais pas de courant. Façon de parler bien sûr, mais je veux dire effectivement qu'il y a un lien avec maman, mais tu es beaucoup plus proche de ton papa. Est-ce qu'il y a des décisions par exemple que tu es obligé de prendre tout seul parce que tu estimes que là, cette décision peut être tout de suite écourtée par la vie de papa? Oui, je me dis que en préambule, je suis d'abord un homme. Ouais. Et donc un homme assume ses décisions. Voilà, ouais. Je veux commencer par là. Et il y a des décisions parfois lorsque j'ai envie de prendre, je me dis bon, il a vécu sa vie et ouais. c'est déjà à mon temps de vivre la mienne. Et tu as besoin de tes erreurs, de ton lot d'erreurs aussi. Moi-même être enseigné. Parce que les gens ne grandissent pas parce qu'ils ne font pas d'erreurs. Ils veulent juste être propulsés sans vivre les batailles en fait, nos parents ont déjà vécu leur bataille. Il faut que nous-mêmes, en tant qu'enfants, on puisse vivre aussi nos propres batailles. C'est comme on dit, justement, il faut avoir ces erreurs et ces erreurs nous permettent justement de revoir la vie. Pourquoi notre génération aujourd'hui, on a plus des gens qui comptent sur les parents que des parents de compter qui sur eux-mêmes. Voilà. Ouais. Il faut que notre génération apprenne à compter sur nous-mêmes. C'est-à-dire que je prends mes décisions, j'assume mes échecs, j'assume ma réussite. Et, voilà. Et c'est sur cette belle phrase, les amis, que nous allons nous quitter. Malheureusement, ça allait très vite, je vous le concède. Les thématiques étaient évidemment pertinentes, un peu comme on a l'habitude sur Génération News d'avoir des thématiques aussi pertinentes. Merci à toi, Ézéchiel. Je rappelle que tu es diplômé en gestion des ressources humaines. Merci d'avoir participé à l'émission Génération News, fraîchement diplômé. Il faut insister là-dessus. En tout cas, bravo. Merci. On a Eric, diplômé. Alors lui, c'est pas fraîchement. C'est depuis qu'il est diplômé en sciences politiques. Merci d'avoir participé à Génération News. Glenn, étudiant en banque et finance, c'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Merci d'avoir participé à Génération News. Et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne évidemment rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.